tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous partager mon analyse sur Euro-USD. Je vais vous refaire tout le processus d'analyse en passant de l'analyse fondamentale à l'analyse technique, puis à l'exécution, et on finira par parler de mon management. Pour moi, cette vidéo elle est vraiment pleine de valeur parce que je pense sincèrement qu'elle pourra vous aider dans vos futures analyses, et je pense surtout que c'est une position qui, j'espère, vous fera réaliser qu'il ne faut pas se contenter d'une simple analyse pour réussir à faire du profit sur les marchés. Voilà, quand vous prenez position, c'est super important d'avoir une vision avancée, que ce soit au niveau des fondamentaux des deux économies que vous allez trade, donc une paire de devises, euh, ou que ce soit au niveau de l'analyse technique. Vraiment, l'analyse technique, c'est aussi très important. Pour donc le fondamental, c'est vraiment le plus important dans notre analyse technique, et ce qui vient juste après, c'est l'analyse technique justement. Donc voilà. Là, on se retrouve sur le SEP, le Summary of Economic Projections. Et donc, il faut savoir que la Fed, donc la Federal Reserve, donc la banque centrale des États-Unis, de l'Amérique, elle va se réunir, comme toutes les banques centrales, 8 fois par an. Et en fait, chaque deux réunions, donc toutes les deux réunions, elle va publier ses attentes. Ses attentes, que ce soit au niveau de l'inflation, ou comme ici, ou au niveau de l'inflation, on a aussi du taux de chômage, mais aussi de la croissance des États-Unis, tout simplement, avec le PIB. Et donc là, elle publie, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dot plot, c'est le rapport le plus important dans le SEP. Et donc là, et en fait, le dot plot, il montre le positionnement de chaque membre. Par exemple, pour 2026, on a un membre qui pense que fin 2026, il y aura que les taux de la Fed seront entre 2,75, 2,25 pardon, et 2%. Et là, on remarque que la plus grande majorité des personnes, des membres, s'attendent à ce qu'il y ait 3, entre 1 à 3 baisses de taux. Parce qu'actuellement, nous sommes à 3,75. Et donc, la plupart des membres, ils s'attendent à ce que, oui, on ait à 1 à 3 baisses de taux. Et justement, moi, j'avais une vision assez claire sur l'USD. C'est-à-dire que là, quand on regarde le dot plot, fin 2026, la plupart des membres, ils s'attendent à ce qu'il y ait entre 1 et 3 baisses de taux. Et quand on regarde les attentes du marché, donc les attentes des marchés, moi je les regarde sur Kalshi. Kalshi en fait c'est un site de parieurs où, qui va refléter en fait les attentes des marchés. Parce qu'en fait, les marchés, quand je dis les marchés, c'est nous les investisseurs. Et les investisseurs, ils vont mettre leurs prévisions pardon, sur des sites de paris, comme sur Kalshi. Et donc là, ça c'est des données qui sont update constamment, qui varient constamment selon les données économiques qu'il va y avoir. Mais là, globalement, les marchés, ils s'attendent entre 2 à 4 baisses de taux. Alors que les membres de la Fed, ils s'attendent à ce qu'il y ait 1 à 3 baisses de taux. Mais pas 4 baisses de taux. Seulement 3. 1 à 3. Euh, ça, en fait, ça veut dire que les marchés, ils s'attendent déjà à ce que la Fed soit plus dovish que prévu. Donc si la Fed elle baisse ses taux plus que prévu, il n'y aura pas d'impact, car c'est déjà pricé, donc c'est déjà pris en compte par les marchés. Donc là déjà, on peut que voir un potentiel haussier. C'est-à-dire que l'USD, il ne peut pas être baissier. Enfin là, c'est pas possible parce que les marchés ont déjà prévu que normalement la Fed devrait baisser encore plus ses taux. Donc là, le potentiel, il est que haussier. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Ensuite, donc là, ça c'est le tableau un peu des membres qui est actuellement. Donc on regarde pour 2026 qu'il y a tous les membres avec une croix. Pas avec une croix rouge, hein, avec une coche là. Voilà. Donc faut savoir que chaque année, il y a 12 membres qui votent et ça fonctionne sous forme de roulement. Donc vous voyez très bien que Paulson de Philadelphia, il va pas voter en 2027 ni en 2028 parce qu'il y a un système de roulement. Et là, on va voir qu'il y a des membres plus importants qui restent tout le temps en fait. Mais voilà. Et en tout cas, on regarde que cette année, les membres, ils sont plutôt dovish. Regardez combien il y a de membres dovish cette année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 membres dovish cette année. Alors que en termes de membres qui sont hawkish, donc qui sont plus désireux d'augmenter les taux d'intérêt de la Fed, il y en a seulement 2. Donc là, on constate sur ce tableau qu'il y a une majorité de membres dovish en 2026. Et cela devrait donc pousser les dot plots à être révisés à la baisse. On pourrait donc avoir une politique plus dovish que prévu sur l'année,
ce qui serait en fait négatif pour le dollar, vous allez me dire. Mais en fait non, car en réalité, ce positionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourrait déjà être pricé par les marchés. Notamment car la devise, donc le DXY, si je vais vous montrer juste ici, on a le DXY. Cette année, les derniers mois, enfin les 2 derniers trimestres là, ils ont été négatifs pour le dollar. Regardez, le dollar, comment il a perdu en valeur. Je sais pas, il a dû perdre genre 10%, un truc comme ça. On va voir ça tout de suite. Le dollar a perdu 12%, c'est énorme. Et ça, en fait, ça montre que les marchés, dans cette baisse, ils ont pricé que la Fed allait baisser ses taux d'intérêt. Je sais pas si vous avez compris. Mais en fait, les marchés, ils pricent le futur. En fait, ça veut dire que quand on va avoir une décision de taux, si les taux d'intérêt ils augmentent, la devise, elle va pas forcément réagir positivement. Parce que si c'est déjà pricé par les marchés, donc si c'est déjà pris en compte par les marchés, il n'y aura aucun impact sur les marchés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Dernier point très important à noter pour le dollar, c'est que sur la saisonnalité, donc c'est très important d'analyser la saisonnalité, c'est en fait en quelque sorte les patterns qui reviennent assez souvent chaque année. Donc là, si on prend le DXY, l'indice du dollar, si on se met sur 55 ans, hop, et bah là, on regarde. Ça, c'est un des patterns les plus importants à connaître, et vous êtes censé le connaître. C'est que, je sais pas si vous voyez là, on a une sorte de V. Hop, ça c'est en décembre. En décembre, on a un flux baissier sur le dollar, et en janvier, on a un flux haussier. Et là, ma prise de position, elle s'est faite en janvier. Donc, je m'attendais clairement à une hausse du dollar. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important d'analyser la saisonnalité pour justement maximiser ses chances d'avoir une position en sa faveur. Donc du côté de l'euro, on a une année qui est très positive, et ce, grâce à la faiblesse du dollar américain. Donc en fait, là, on remarque que la plupart des gains de l'euro ont été effectués durant les 2 premiers trimestres de l'année 2025. Regardez, donc on prend l'année 2025, on regarde les deux trimestres jusqu'à environ juin-juillet, août, on remarque que l'euro est très positif. Et est-ce que vous voyez pas quelque chose, est-ce que vous voyez pas une sorte de ressemblance sur le DXY? Regardez la performance du dollar américain. Bizarrement, c'est extrêmement corrélé. Sur les 2 premiers trimestres, jusqu'à juillet-août, comme ce que je disais, on a une énorme baisse. Et là, on a une sorte de range. Et bizarrement, au niveau de l'euro, on voit une atténuation du prix. Pas un range, hein, mais un prix qui va de moins en moins haut. Il y a de moins en moins de momentum. Alors que là, il y en avait beaucoup. Comme la baisse du dollar. Et en fait, on voit que cette hausse, elle est alimentée que par la baisse du dollar américain. Parce qu'en fait, là, juste croyez-moi sur parole, mais la situation économique actuelle de l'euro, elle est mauvaise. Enfin, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus incroyable. Parce qu'on a une inflation qui est dans l'objectif. Les banquiers centraux, ils sont actuellement dans l'attente. On est à un taux de 2% actuellement depuis assez longtemps. Et on a un PIB qui est assez médiocre. Et l'euro, et moi c'est un constat que j'ai fait, c'est qu'en fait l'euro, il a cette année été uniquement drivé par le dollar. Parce qu'en fait les fondamentaux de l'euro, ils n'ont rien de spécial, ils n'ont rien d'incroyable. Et donc, normalement, si ces fondamentaux, ils ont rien d'incroyable, l'euro n'aurait pas dû monter. Sauf que là, l'euro monte grâce au dollar. Et donc, vous imaginez bien, si moi, je m'attends à ce que le dollar, il pump en ce début d'année, bah, je m'attends à ce que l'euro baisse. Et techniquement parlant, ceux qui sont plutôt bons et qui s'y connaissent assez bien, vous savez bien qu'une atténuation du momentum, ça finit par se retourner et on va avoir une baisse à la fin. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'on voit. Maintenant, juste avant de passer à l'analyse technique, j'aimerais m'arrêter sur un des points les plus importants de la vidéo, car c'est un point qui vous sera très utile dans votre trading concernant vos exécutions. Donc regardez bien, c'est un des setups que l'on retrouve le plus souvent sur les marchés financiers et qui marche 70% du temps. Donc, imaginez que nous sommes sur une tendance classique haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Ok. Dans cette tendance haussière, vous remarquerez qu'il y a très souvent
une trendline qui relie les higher lows, donc les plus bas. Donc regardez, normalement sur la graphique, vous verrez que les plus bas sont reliés par une trendline. Ok. Mais si on n'a pas cette trendline, ça change absolument rien. Donc là, concentrez-vous bien. Quand le prix va en fait casser les derniers plus bas, nous, on va avoir une parfaite exécution en fibant. Je ne sais pas si vous connaissez les retracements Fibonacci, mais je pense que c'est une des choses que les débutants connaissent le mieux. Vous allez prendre les retracements de Fibonacci, vous allez fiber toute l'impulsion là qui est venue casser les derniers plus bas, et donc ça va vous donner des entrées du genre comme ça là, avec les 50 qui sont juste ici, et vous allez attendre que le prix corrige sur les 50 Fibonacci, et à ce moment là, vous allez pouvoir exécuter et prendre une bonne position. Ça, je vous assure les gars, ce price action il est super simple, et il vous permettra d'avoir des entrées incroyables, d'avoir des entrées sniper. Et vous verrez, c'est ce qui s'est passé sur EURUSD. Nous voilà sur EURUSD. Donc déjà sur EURUSD, donc là le setup que j'ai pris il est déjà passé, mais on peut remarquer que moi j'ai pris ma position ici là, juste ici. Attends, je vais vous montrer. J'ai pris ma position juste ici. Donc moi qu'est-ce qui m'intéressait? Moi en fait ce qui m'intéressait c'était de prendre une position ici. Déjà techniquement ça m'intéressait parce que on avait une sorte de pattern de retournement. Pourquoi? Parce que ici on a eu comme je vous ai dit en 2025, une grosse impulsion du prix. Et là, on a une atténuation, on a une sorte de range. Et donc, on peut tracer cette figure de retournement. Et tout simplement, là, le prix il est arrivé sur une zone de support. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Bah, ça peut être intéressant de shorter. Déjà, là, en prenant l'analyse multi-time frame, on se dit qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant de short, ok? Donc maintenant l'analyse elle a été passée, mais on va se mettre en backtest pour que vous compreniez mieux. Donc c'est parti, on va se remettre à peu près au même endroit que tout à l'heure, vous allez voir. Hop, on va se mettre juste ici. Donc à ce moment-là, sur du 8 heures, on pouvait faire cette petite analyse, ok? Cette analyse normale, ok? Avec une tendance haussière, une trendline haussière avec 1, 2, 3, 4 touches. Cette trendline, elle commence à être break. Donc maintenant, on laisse le prix s'évoluer. Hop, le prix commence à évoluer. Ok. Là, une chose qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que je vous ai dit de fiber l'impulsion. L'impulsion qui vient break les derniers plus bas. Est-ce que vous voyez les derniers plus bas ou pas? Moi, je les vois très bien. Hop. Les derniers plus bas sont juste ici. Et donc, il faut attendre que cette impulsion vienne corriger sur les 50. Vous vous en rappelez ou pas? Ok. Donc là, le prix continue. Et là, regardez bien. Le prix vient sur les 50. Là, déjà, d'un point de vue purement technique, on peut aussi tracer une trendline. Juste ici. Hop. Voilà. Ça peut être intéressant de la tracer. Pour éventuellement mettre notre stop loss au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Hop. Le prix réagit sur les 50, comme je vous l'avais dit. Et là, entrée sniper. Voilà. Entrée sniper. Le setup commence à play out. Donc comme je vous ai dit, moi je suis entré juste ici. Voilà. Moi je suis entré là. Quelle a été mon erreur? C'est qu'en fait, moi j'ai pris seulement la petite impulsion. Celle-ci là. Hop. Mais maintenant c'est une erreur qui est corrigée. Et j'aurais dû en fait fiber toute cette grosse impulsion. Alors que moi j'ai fibé que la petite impulsion. Qui pour moi c'était que cette petite impulsion qui avait cassé les plus bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je suis entré ici. Mais j'aurais dû rentrer sur les 50 de toute cette grosse impulsion. Voilà, c'est une erreur, mais maintenant elle est corrigée et c'est ça l'essentiel. Pour vous le rappeler, c'est pas un setup qui est incroyable. C'est pas une position qui a été incroyablement managée et tout, parce que je suis encore dans le process, comme je vous l'ai dit, et je suis encore en apprentissage. Donc là, très bien. Le prix se développe très bien, comme ce que je le pensais. Et là, on arrive à un point très important. Ok, vous allez voir. Donc là, retrouvons-nous là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Donc je vous rappelle que nous on était entré juste ici, ok. Et là, on se retrouve ici. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un add-in? Un add-in, c'est quand vous pensez que votre position est vraiment parfaite et à ce moment-là, vous voulez rajouter encore plus de volume. Parce que vous pensez que votre position, elle va être davantage incroyable. Et donc, vous voulez tout simplement mettre plus de volume. À ce moment-là, je vois que le prix, après cette impulsion, corrige. Ce qui est totalement normal, hein. Dans une impulsion, le prix va toujours corriger. Et là, ce que je me dis, je vois que le prix recorrige encore une fois. Et là, je me dis, ok, bah, si le prix recorrige, moi, je vais tout simplement mettre mes retracements de Fibonacci et attendre qu'on revienne sur les 50. Qu'est-ce qui se passe? On revient pile poil sur les 50. Entrée sniper. Donc, revenons sur ma prise de position. J'ai pris position à ce moment-là, entrée sniper. Là, on arrive sur un point hyper important. Et je vais vous expliquer un peu le contexte. En fait, là, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'on est vendredi. Et normalement, les vendredis, ce qui est super important, et il faut que vous le sachiez dans votre trading, c'est que si vous êtes sur un bon profit dans votre position, il faut absolument que vous preniez du profit. Moi, là, j'étais sur du 5R à peu près. Regardez-moi où j'étais. Moi, j'étais, voilà, 3,60 ici et 2,45. Voilà, donc ça fait 6R, ok. Et là, j'aurais dû prendre du profit. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment beaucoup trop confiance en ma position. Là, le problème qui s'est passé, en fait, c'est qu'en fait, juste ici, on a eu une grosse correction. Donc là, c'était vendredi. Et là, à l'ouverture des marchés, il y a eu un gap baissier. Mais vous savez ce qui s'est passé dans le week-end? Il y a eu Trump. Il y a eu Trump qui a annoncé des tarifs de douanier à l'Union européenne, à l'euro, ok? Et ça, c'était extrêmement négatif. Parce que quand il y a une nouvelle qui va attaquer les États-Unis, qui va par exemple en quelque sorte un peu affaiblir l'économie US, parce qu'en fait quand il y a des tarifs douaniers qui sont appliqués à une économie, bah justement ça va réduire sa croissance. Et moi en fait j'aurais dû retirer du profit à ce moment-là. Sauf que j'ai pas pu, parce que moi à ce moment-là je dormais. Et moi je me suis réveillé genre approximativement ouais ici. Et donc là en fait à ce moment-là, je vais vous expliquer, moi je voyais que tout ça c'était une simple correction. Et du coup, je me suis dit, bah ok, on a juste à tracer un pattern de retournement. Et ce qui va se passer, c'est que le prix va retourner et je vais pouvoir exécuter et prendre encore plus de profit. Donc moi, je me suis dit, putain, je suis le roi. Et donc le prix a commencé à corriger. Vous voyez, il y a eu une perte de momentum. Et donc je me dis, si on break le plus bas, qui est juste ici, si on break ce plus bas, ça montre que les acheteurs auront gagné, les vendeurs, pardon, auront gagné la bataille contre les acheteurs. Et donc j'ai pris position, le prix est venu me chercher et il est reparti. Et là, il est reparti, il a pris, mais laissez tomber tous mes stop loss, hein. Ouais, il a bouffé tous mes stop loss et du coup, je suis sorti de la position avec uniquement ça de profit. Je vais vous montrer. Hop, je suis sorti ouais avec ça de profit. 0,74 de profit, enfin, c'est rien. Et là, j'avais perdu 2 R. Là, j'ai mis 1 R sur cette position, 1 R sur cette position. Et j'ai tout perdu parce que j'ai pas retiré de profit. Mais là, je pouvais pas en retirer parce que c'était pas rentable. Regardez, j'étais à 1,27 de profit. Si je prends 50%, c'est pas rentable. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pris, allez, 65, 0,65 R. C'est rien, c'est de la merde. Donc voilà. Et du coup, je me suis fait sortir. Et voilà, hein, et donc l'erreur que j'ai remarqué chez moi, c'est que j'ai été beaucoup trop gourmand. Le premier add-in, il était vraiment parfait, mais le deuxième, il était un peu abusé. J'avais littéralement 3 R sur la position. C'est énorme. Bon, les gains étaient aussi énormes, hein. J'avais du genre 20 R à gagner, hein. C'était un truc de ouf. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était un peu tout pour mes erreurs. Donc voilà, et c'était un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez kiffé. Surtout, j'espère que je vous ai aidé. Pour ceux qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo que j'ai fait, qui est super, qui est vraiment très très intéressante. Et surtout, si vous avez le temps, j'aimerais bien avoir vos retours sur mes vidéos pour me dire ce que vous voulez que je fasse comme future vidéo et si vous voulez que je parle de ma stratégie, de ma routine du process, ou s'il y a vraiment plein d'idées qui, enfin moi, il y a vraiment plein d'idées qui me viennent à l'esprit, mais à vous de me dire. Donc voilà. Cette vidéo, je suis désolé, elle était un peu brouillon. Et elle va être un peu brouillon parce que je sais pas très bien monter.
Euh, donc j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, mais comme je suis un gars qui parle beaucoup, et voilà. Donc salut les gars, prenez soin de vous.